La plateforme jeunesmaires.org a initié la mise en place de la coalition Gorlieu-Besse dans l'objectif de favoriser la candidature et la victoire des candidats jeunes lors des prochaines élections municipales prévues le 23 janvier 2022. Notre vision, Ande Tabar Gorlieu-Besse ak Naomi. Sécuriser les candidatures des futurs jeunes maires, mutualiser les ressources et co-construire les programmes. Notre mission, favoriser le renouveau de la vie politique à travers l'engagement des jeunes et des nouveaux acteurs dans les Gor. Ibrahim Ndiaye à Tiénaba, Abdou Diouf à Ndioumane, Baindeb Nour à Ndiaganiao, Mamadou Diop à Bombay, Pape Massamba Thiaw à Nguéniène, Ibrahim Ndiaye à Keur-Socé, Mamadou Ning à Ngoundiane, Ahmed Diallo à Nguékhor, Tidiane Tamba à Kolda, Ada Koundoul à Ndiarème, Ahmed Djei à Toubatoul, Mamadou Dioum à Diourbel, François Mendy à Ziguinchor, Djibril Diémé à Sindian, Idrissa Mané à Dirédi, Matar Ndao à Gandiaye, Abdoulaye Lom à Thilogne, Melei Sek à Thiès, Mamadou Dité à Chériflo, Pape Simaa à Kaolack. Notre objectif est de présenter des candidats dans l'ensemble des communes du Sénégal. Nous entendons promouvoir l'émergence d'une nouvelle génération d'acteurs politiques et sommes résolument engagés pour le développement à la base. Notre coalition est composée de leaders de mouvements et de partis politiques. Gorlieu-Besse est ouverte à toute organisation ou individu qui partage ses valeurs et sa mission. Pour un renouveau de la politique communale, les jeunes s'engagent dans les Gor. Nous Ande Tabar Gorlieu-Besse. On va aborder ce webinaire sur 3 ou 5 thématiques plutôt. Donc sur l'aspect, une thématique qui concerne la réussite des études en France. Donc une autre thématique qui concerne la réussite de la recherche ou ce qu'on appelle votre recherche de job d'étudiant. Alors comment est-ce que vous allez concilier votre job d'étudiant si vous êtes sur le territoire français avec vos études? Parce que ce n'est pas très évident. Alors qu'est-ce que c'est que l'alternance? C'est une autre thématique qui viendra au point 5. Et on va essayer d'aborder le droit des étrangers selon 4 voire 5 situations. Quand vous voulez réussir vos études en France, il y a 2 paliers qui sont fondamentaux. Le premier palier, d'abord, c'est le palier savoir. C'est-à-dire que si vous voulez réussir vos études en France, il faut que vous ayez de la connaissance, fondamentalement. Donc, il faut que vous ayez de la connaissance. Et comment est-ce que vous allez parvenir à avoir de la connaissance, autrement dit, à glaner donc des compétences dans un domaine dédié? Vous êtes en comptabilité, vous allez avoir François peut-être qui est dans le domaine, ou en tout cas qui veut s'investir dans le domaine de la logistique. Tu vas avoir Ndiassé ou Ami qui sont dans le domaine de la communication. Si vous voulez fondamentalement réussir vos études, ce qu'on pense très modestement, c'est qu'il faut donc 2 piliers comme je l'ai dit tantôt. Le premier pilier, c'est le pilier savoir. Il faut que vous ayez de la connaissance. Il faut que vous ayez des compétences. Maintenant, comment est-ce que vous allez parvenir à glaner ces connaissances-là et ces compétences-là? Cela va passer par le fait de trouver une bonne école. Il faut savoir vous orienter. Déjà. Donc, ça veut dire que vous sauriez déterminer au préalable ce que vous voulez faire en France. Comment vous allez, en tout cas, le faire pour avoir ces compétences-là? Cela va passer par le fait de trouver une bonne école. Donc, trouver une bonne école va rimer avec le choix d'une bonne formation. Nécessairement. Parce que si vous avez la bonne école, donc vous allez vous former, l'école va vous doter de compétences théoriques et vous allez essayer de glaner des compétences pratiques. En quoi faisant? En ayant des expériences professionnelles, en trouvant des expériences professionnelles, en faisant des stages, en allant trouver de l'alternance, on va y revenir. Ou en tout cas, à trouver les voies et moyens qui vont vous permettre de mettre en pratique toutes les compétences théoriques que vous aurez acquises à l'école. Donc c'est le premier domaine, c'est le domaine savoir. C'est très important. Parce qu'aujourd'hui en France, si vous êtes dans ce territoire et que vous n'avez pas des compétences spécifiques particulières dans un domaine déterminé, ou même dans un ensemble de domaines, ça peut être très complexe pour vous pour que vous puissiez vous insérer professionnellement. Quand on parle de réussite
en tout cas si on reste sur la notion de réussite, et je pense que c'est très important de la définir cette notion-là, si réussir veut dire acquérir des diplômes et trouver des formations dans votre domaine, si c'est ça la notion de réussite, en tout cas en France, nous pensons, nous, pour que vous puissiez le faire, il faut donc le premier pilier, savoir. Et donc, je répète, il faut trouver la bonne école, il faut savoir vous former. La formation, elle seule, est nécessaire, mais pas suffisante. Pour que vous puissiez, en tout cas, pour que vous puissiez en fait la compléter, il faudra avoir nécessairement des expériences professionnelles. Parce qu'aujourd'hui, quoi que vous puissiez faire, on vous demandera toujours des expériences professionnelles, une expérience professionnelle. Et donc, le savoir ou les savoirs à eux seuls ne suffiront pas. Nécessaires mais pas suffisants. Il faudra avoir ce qu'on appelle des compétences personnelles, ou autrement dit, des savoir-être professionnels. Donc, ce sont des comportements ou des compétences comportementales qui sont fondamentalement aussi, tout aussi intéressantes que le domaine ou le pilier savoir. Il faut, si vous voulez réussir en France, on pense, il faut que vous ayez quand même beaucoup de confiance en vous. Mais vraiment beaucoup de confiance en vous. Parce que vous allez vous retrouver dans une contrée géographique. Vous allez vous retrouver dans un pays auquel vous ne connaissiez absolument rien. Vous avez une culture sénégalaise, une culture africaine qui est fondamentalement différente de la culture française. Donc il faut que vous ayez une confiance en vous. Vous allez interagir avec une catégorie de population que vous ne connaissiez pas avant, qui a une façon de faire, qui a une mentalité de faire, qui quelquefois aussi, certains ne vont pas hésiter à vous rabaisser. Donc ça veut dire qu'il faut que vous ayez une confiance folle en vous. Mais quelquefois aussi, il faut douter de cette confiance parce qu'il ne faudrait pas qu'elle vous amène droit dans le mur. Il faut que vous ayez de l'audace. Il faut vraiment que vous soyez audacieux si vous voulez réussir vos études en France. C'est extrêmement important. Si vous n'avez pas l'audace d'aller faire des choses, l'audace d'aller démarcher des choses, l'audace d'aller déposer dans des entreprises, si vous n'avez pas cette audace-là, si vous allez vous dire « Ah mais tiens, la Société Générale, je ne vais pas déposer là-bas, la BNP, je ne vais pas déposer parce que ce sont de grands groupes, ce sont de grandes banques et donc nécessairement, il n'y a pas d'Africains, il n'y a pas de Sénégalais. » Si vous n'avez pas l'audace d'y aller, de déposer votre CV, si vous n'avez pas l'audace d'aller faire un entretien, ça peut être problématique si vous êtes dans le contexte français. Donc il faut que vous ayez vraiment de l'audace. Il y a quelque chose qu'on appelle de ne pas se dénaturer, donc de ne pas, entre guillemets, utiliser ou en tout cas être dans un comportement familier qui peut être rimé ou qui peut être assimilé au complexe. N'ayez pas le complexe en fait. N'ayez absolument pas aucun complexe de proposer des choses, n'ayez pas le complexe d'aller démarcher des choses, n'ayez pas le complexe d'aller, j'ai envie de dire, de vous proposer pour des entretiens, etc., etc. Donc il faut que vous ayez aussi de la rigueur. Quand vous êtes dans le contexte français. Il faut que vous soyez extrêmement rigoureux dans votre façon de faire. Il faut que vous soyez, et ça c'est un terme que sans doute vous avez. Les personnes aujourd'hui qui sont en France, ce sont des personnes qui font preuve d'adaptabilité. Parce que vous êtes acharnés entre deux cultures, vous êtes acharnés entre deux civilisations, vous êtes acharnés entre deux mondes. Vous avez le monde africano-africain dans lequel vous êtes venu et vous avez le contexte français, européen, donc qui n'a rien à voir. Et donc quand vous arrivez à trouver la bonne formation, à trouver les bonnes expériences professionnelles, c'est parce que en quelque part, vous savez vous adapter. Et l'adaptabilité, il faut le vendre. Quand vous êtes en entretien, montrez à votre boîte que vous savez vous adapter. Vous êtes venu d'une culture, d'une civilisation sénégalaise, africaine qui n'a rien à voir avec le contexte européen et vous avez su vous adapter en trouvant la bonne formation, en ayant les diplômes requis, en ayant les expériences professionnelles requises. Et aujourd'hui, si on vous appelle en entretien, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas quelque chose qui est dû au hasard. C'est parce que donc vous avez la capacité de vous adapter. Et l'adaptabilité, si vous êtes dans le contexte français, c'est quelque chose qui est fondamentalement important qu'il faut vendre en fait. Le deuxième point, donc ce qu'on appelle en fait la recherche de job d'étudiant. Donc en France, quand vous venez en France, on sait tous que la vie européenne elle est très chère. Donc beaucoup d'étudiants qui viennent en France aujourd'hui au niveau de l'ambassade du Sénégal, ou même si vous êtes au Maroc, Aminata, on va vous demander de justifier vos revenus. Autrement dit, quand vous serez sur le territoire français, vous vivrez avec quoi? Est-ce que vous avez de quoi vivre en fait? Et donc vous allez justifier effectivement, mais la réalité c'est que si vous arrivez sur le sol français, beaucoup d'étudiants vivent de leur travail en fait. Et donc, vous allez chercher nécessairement du boulot. Et donc, comment concilier ou comment faire pour trouver rapidement un boulot? Ça va commencer toujours par faire un CV. En France, quoi que vous puissiez faire, on vous demandera toujours un CV et une lettre de motivation. Même si vous voulez bosser au KFC, on vous demandera toujours d'avoir un CV et une lettre de motivation. Donc, le plus important, c'est que vous ayez un CV attrayant. Et c'est là où c'est intéressant au niveau de vos cursus particuliers d'essayer de vous doter toujours des expériences professionnelles. Emploi
et essayer de les publier depuis leur plateforme. Donc, il y a un job board qu'on appelle Indeed. Donc, vous avez Pôle emploi. Vous avez d'autres aussi job boards. Donc, qu'il faudra nécessairement viser. Indeed n'est pas mal. Donc, Indeed centralise beaucoup d'offres d'emploi. Alors, privilégiez aussi ce qu'on appelle des dépôts directs. Aminata, par exemple, quand vous êtes sur le sol français et que vous avez envie de faire des jobs d'étudiants, allez voir directement les restaurants en fait, qui recrutent. C'est McDo, c'est KFC, c'est Burger King, etc. Et vous faites des dépôts directs en demandant leur manager. Ça vous permet de gagner du temps. Ça vous permet aussi que votre CV ne va pas se trouver dans la poubelle d'à côté. Par exemple, si vous le laissez à un employé qui, entre guillemets, n'en a rien à faire et qui va le jeter dans la poubelle. Donc, visez en fait, visez les managers directement quand vous demandez des jobs d'étudiants dans le monde, en tout cas de la restauration rapide. Ça peut être la même chose si vous demandez des jobs d'étudiants dans le monde de l'hôtellerie et de la restauration. Donc, pareil. Essayez toujours de trouver les managers sur place. Essayez toujours de viser les job boards pour vous faire en fait, en tout cas pour essayer de vous faire accepter et essayer éventuellement de vous faire convoquer un entretien. Alors ce qu'il faut savoir fondamentalement, c'est que quand vous déposez un CV, une lettre de motivation, aussi bien pour une embauche, donc en vue d'un CDI, aussi bien pour un job d'étudiant, ce qui est visé, c'est de pouvoir décrocher un entretien. Donc n'oubliez jamais ça. Quand vous allez déposer votre CV, l'objectif c'est d'avoir un entretien. Et c'est au moment de l'entretien que vous allez essayer de confirmer fondamentalement de vous, tout le bien qu'on pense de vous. Il y a un autre aspect. Alors, est-ce que je vais très vite ou c'est bon? Oui, c'est bon. C'est bon? Alors, vous n'avez pas des questions? Binet, you understand? You want we translate it some minutes for you? Desanu is translating it for me via WhatsApp, so it's fine. Thank you. Desanu translate the conversation right now in WhatsApp. Yes. Okay, but if you have the question, you don't hesitate, Binet. On va aborder une autre thématique qui est la conciliation entre job étudiant et études. Alors, quand vous réussissez à trouver un job d'étudiant en France et que aussi en même temps vous faites vos études, comment est-ce que vous allez faire pour concilier à la fois le job d'étudiant que vous êtes en train de faire, et vos études, tout en sachant aujourd'hui que dans le contexte français, il y a ce qu'on appelle une législation qui concerne les étrangers. Quand vous êtes étudiant étranger, il y a un droit, il y a un ensemble de réglementations juridiques qui s'imposent à vous fondamentalement. Donc cela veut dire quoi? Cela va passer par le fait que vous êtes autorisé à bosser à 60% de la durée légale de travail. En France, quand vous bossez à temps plein, normalement vous bossez jusqu'à 35 heures par semaine. Alors, vous êtes autorisé à bosser jusqu'à 48 heures. 48 heures, c'est la durée maximale que vous ne devez pas dépasser en semaine. 48 heures. Mais généralement, quand vous êtes à temps plein, c'est la réglementation aujourd'hui du droit du travail en France, vous êtes autorisé à bosser à 35 heures. Et quand vous êtes étudiant, vous êtes autorisé à bosser à 60% de ces 35 heures-là. Donc, autrement dit, à 20 heures. Donc, vous ne devez pas dépasser 20 heures de temps de travail par semaine. Autrement dit, 900 heures par année. Et ça, c'est très important. Ça va vous permettre de poursuivre convenablement vos études. Parce que dès l'instant que vous allez vous mettre à cumuler des jobs d'étudiants, vous allez vous mettre dans une posture de travailleur à temps plein. Et cela peut vous poser des problématiques au niveau de la préfecture. Aujourd'hui, si vous allez faire votre renouvellement de titre de séjour, ou même, que sais-je encore, demain, vous avez envie de faire une demande de naturalisation au niveau de la France. Si vous dépassez le temps légal de travail, cela peut vous poser des problèmes, surtout lorsque vous redoublez, par exemple. Parce qu'en France, quand vous êtes autorisé à redoubler 2 fois, si vous redoublez 2 fois au niveau de la préfecture, on peut vous refuser ce qu'on appelle votre titre de séjour. On peut vous le refuser, le titre de séjour. Et vous pouvez vous faire délivrer ce qu'on appelle une OQTF, une obligation de quitter le territoire français. Donc, c'est très important que vous parvenez à concilier le job ou les jobs. Et l'idée, c'est de ne pas faire des jobs d'étudiants, mais de faire un job d'étudiant donc avec lequel vous travaillez jusqu'à 20 heures maximum par semaine. Et l'idéal, si vous faites des études qui sont trop dures, donc des études de droit, des études de sciences politiques, enfin des études de sciences qui demandent beaucoup de temps en termes d'apprentissage personnel, l'idéal, c'est de ne pas dépasser 20 heures. Donc l'idéal, c'est de bosser quoi, 15 heures, 12 heures. Le plus important, ce que vous devez vous dire, c'est de trouver un job qui va vous permettre de financer vos études. Parce qu'encore une fois, le but d'un job d'étudiant, c'est comme le nom l'indique, c'est un job qui vous permet de financer. C'est un travail qui vous permet de financer vos études. En même temps que vous fassiez vos études, le job que vous êtes en train de faire va vous permettre de financer vos études. Autrement dit, de payer votre loyer. Autrement dit, de vous nourrir. Autrement dit, de vous vêtir.
autrement dit, de pouvoir faire vos abonnements en ce qui concerne les transports en commun. Donc, c'est super important que vous fassiez attention sur le temps de travail que vous êtes en train de faire. Parce que ce qui peut vous, j'ai envie de dire, ce qui peut vous entraîner très rapidement à aller vers ce qu'on appelle l'appât du gain, c'est le fait que, bah, écoutez, vous êtes en France, vous commencez à avoir quelques euros. Enfin, ça nous est tous arrivé. Hein. Donc, c'est à partir de ces expériences, nous, qu'on donne aujourd'hui des avis ou des conseils. Voilà, vous allez avoir un job d'étudiant, vous allez commencer à vous faire 600, 700 euros. Vous allez penser que c'est de l'argent alors que ce n'est pas de l'argent. 600 euros, 800 euros, 1900 euros, 1500 euros. En soi, ce n'est pas de l'argent quand vous êtes étudiant, encore une fois. Mais ce n'est pas de l'argent, je mets des guillemets, parce que ça va vous permettre bien évidemment de financer vos activités personnelles. Mais le plus important, c'est de veiller à ne pas cumuler des jobs d'étudiant. Le plus important, c'est de veiller à ne pas dépasser les 60% du temps légal de travail. Le plus important, c'est de réduire vos durées de travail. Et donc, le plus important, c'est de trouver un job d'étudiant qui vous permet de financer convenablement vos études. Donc, trouvez-vous 10 heures, trouvez-vous 12 heures, trouvez-vous 15 heures, mais au grand max, trouvez-vous 20 heures par semaine pour pouvoir réussir vos études. Parce qu'encore une fois, le plus important, ce sont vos études. Ce sont vos études qui vous ont ramené en France. Ce sont vos études qui ont fait que vous avez quitté l'Afrique, qui ont fait que vous avez quitté le Sénégal, qui ont fait que vous vous êtes séparé de votre famille pour vous installer en France. Donc, ces études-là devraient être, j'ai envie de dire, la priorité des priorités. Alors, l'autre grand risque, si vous vous mettez à accumuler des jobs, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, vous pouvez être dans le monde de la sécurité, par exemple. Je donne des exemples. Le monde de la sécurité en France, c'est un monde qui peut vous permettre de trouver facilement, enfin pas facilement, qui peut, en tout cas, si vous faites beaucoup d'heures, vous allez avoir beaucoup d'argent, mais il faut que vous fassiez beaucoup d'heures. Et donc, la conséquence, c'est quoi? C'est que vous allez abandonner vos études pour aller faire beaucoup d'heures, pour avoir beaucoup d'argent, et en fin de compte, vous n'allez plus étudier. Vous allez laisser tomber vos études pour vous concentrer sur le monde de la sécurité. Et je pense que c'est, entre guillemets, manquer d'ambition que de vouloir laisser vos études au profit, en fait, d'un métier qui, si vous auriez continué vos études, vous allez trouver quelque chose de meilleur. Alors, est-ce que jusque-là, ça va? On a une personne qui nous a rejoint. Bonjour Moussa. Alors, du coup, je pense que Moussa va prendre le train en marche. Alors, on va parler d'un autre sujet. Alors, si vous n'avez pas de questions jusque-là. Oui, bonjour. Oui, bonjour Moussa, vous allez bien? Oui, je vais bien. Ok, vous vous connectez depuis où, Moussa? Depuis le Sénégal. Depuis le Sénégal, d'accord. Vous avez l'ambition de faire vos études en France? Ah oui. D'accord. Donc, on va essayer de continuer la présentation et derrière, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à lever la main ou sinon à nous l'écrire dans le chat et après, on va essayer de répondre aux questions. Donc là, il nous reste juste 2 éléments à présenter. Et après, on aura la séance d'interaction, questions-réponses avec vous. D'accord. Ok, parfait. Alors, donc, on va aborder une thématique qui est assez spécifique en termes d'apprentissage. C'est ce qu'on appelle l'alternance. Alors, l'alternance, c'est un système qui a été mis en France. Donc, c'est un système très particulier qui vous permet de concilier à la fois ce qu'on appelle un job à temps plein et vos études. Là, on est dans un autre sillage. C'est plus un job d'étudiant qu'on est en train de faire. Là, on est en train véritablement de s'insérer dans le monde professionnel. Donc, autrement dit, on a un travail à temps plein et en même temps, on fait nos études. Donc, c'est un système qui a été mis en France par le gouvernement et qu'on peut, j'ai envie de dire, qu'on peut embrasser très, très tôt. Depuis un BTS, depuis une licence, depuis un master, on peut faire une alternance. Alors, l'alternance aujourd'hui, c'est un système à privilégier pour vos études, surtout quand vous êtes en France. Alors, moi, j'en ai fait aussi en master. Alors, moi, en master, pour la petite anecdote, j'étais en alternance au groupe La Poste. Donc, le groupe La Poste, c'est le groupe aujourd'hui en France qui est le deuxième employeur après la SNCF, donc qui emploie près de 200 000 personnes en France, quand même, un grand groupe, où j'étais en alternance en ressources humaines. Donc, je faisais mes cours à l'école, à Lyon. Et en même temps, j'étais en alternance au groupe La Poste en tant que chargé de ressources humaines, en tant que chargé RH, c'est ça. Et donc, l'alternance, c'est un système qui va vous permettre d'être embauché. Vous allez être embauché en fait. Donc, comme par exemple Aminata, toi qui est au Maroc en tant que, je pense en tant que comptable, tu vas trouver un poste en France dans une entreprise où tu vas être comptable. Clairement, en fait, tu es comptable. Et en même temps, par contre, tu vas faire tes études parce que tu es en master, tu es en licence. Et donc, généralement, si tu es dans une école privée, l'entreprise qui te recrute va payer ton école, va te payer
et va t'assurer en fait une formation professionnelle via ce qu'on appelle un tutorat, un système de tutorat. Donc tu vas avoir un tuteur à l'entreprise, tu vas avoir un manager, un responsable qui va te former, qui va t'apprendre le métier de comptable par exemple, ou de RH, ou de data scientist, ou de logisticien, je ne sais pas si on peut dire ça, François. Et du coup, en même temps, l'entreprise va te payer chaque mois, tu vas avoir un salaire. Âge, vous êtes payé selon votre âge. Et donc, quand vous êtes en alternance, donc vous allez avoir un salaire. Il y a des boîtes où, par exemple, quand vous êtes en alternance, vous pouvez avoir 2000 € de salaire. Vous pouvez avoir 1500 € de salaire. Et en même temps, vous faites vos cours. Donc, vous allez alterner. Donc, l'alternance, vous alternez. Et c'est ce système-là qu'on appelle alternance. C'est parce que vous alternez l'école et votre entreprise. Donc, par exemple, vous avez un planning tout bête. Vous faites 3 semaines à l'entreprise et 1 semaine à l'école. Ça, c'est un planning qui peut exister. Alors moi, quand j'étais en alternance, par exemple, je faisais, toute la semaine, du lundi au mercredi, j'étais à l'entreprise et jeudi, vendredi, j'allais à l'école. Et j'ai fait ça pendant toute l'année. Et donc, c'est un système qui existe en France. Donc, qui vous permet à la fois de vous former très rapidement et d'avoir en fait de la rémunération. Donc, vous n'allez pas vous casser un peu le dos, entre guillemets, à faire des jobs d'étudiants interminables pour financer vos études, parce qu'il y a un système qui existe très rapidement et qui va vous permettre de financer vos études. Donc, en étant en alternance, tout simplement. Alors, ce n'est pas très évident l'alternance, ce n'est pas très facile. Trouver une entreprise ne s'obtient pas comme ça très rapidement en un claquement de doigts. Il faudra que vous vous suiviez, entre guillemets. Il faudra que vous mettiez de la rigueur dans votre recherche. Comment trouver de l'alternance? C'est très simple, il faut anticiper. Généralement, la rentrée, c'est au mois de décembre, c'est au mois de septembre, autant pour moi. Les écoles s'ouvrent au mois de septembre, les entreprises ont des besoins au mois de septembre. Et donc, à vous aussi d'anticiper très rapidement dès le mois de janvier de l'année N. Si vous voulez être en alternance au mois de janvier ou au mois de septembre 2022, il faudrait que dès le mois de janvier, dès le mois de février, dès le mois de mars 2022, que vous mettiez à jour votre CV, que vous mettiez à jour votre lettre de motivation et que vous vous mettiez à postuler tout simplement, parce que la recherche d'alternance, encore une fois, c'est comme une recherche de travail en fait. C'est comme une recherche de... C'est comme vous recherchez un CDI en fait. Et donc, il faudra que vous y mettiez très tôt, que vous mettiez toutes les chances de votre côté pour trouver une entreprise qui va vous recevoir en alternance, qui va vous payer, qui va payer votre école, qui va vous assurer la formation professionnelle. Et cela vous permet très rapidement, à l'issue de vos études, de vous insérer professionnellement. Moi, c'est ce que j'ai fait. Ami, qui est la responsable comme de HRA, c'est ce qu'elle a fait. Et moi aussi, pareil, juste après mes études d'alternance, je vais trouver une entreprise qui m'avait recruté. Voilà. Donc, on a parlé de la rémunération, on a parlé d'un système qui privilégie l'insertion professionnelle. En quoi faisant? Parce que, effectivement, comme on l'a dit, vous allez avoir l'expérience professionnelle et quand vous finissez vos études, très rapidement sur le marché de l'emploi, sur le marché du travail, vous pouvez vous vendre très facilement, entre guillemets. Vous pouvez vous vendre très rapidement parce que vous avez une compétence professionnelle, parce que vous avez une expérience professionnelle. Et aujourd'hui, les entreprises, les institutions internationales, le monde du secteur public, le monde du secteur privé ne demande que des personnes qui ont à la fois le diplôme et les expériences professionnelles. On va finir par là, du coup, sur le droit des étrangers. Alors, si vous êtes en France, il y a en fait, comme je l'ai dit tantôt, un ensemble de réglementations juridiques qui s'imposent à vous parce que vous êtes étranger, tout simplement. Et donc, les étrangers, il y a un droit spécifique qui régit leur circulation, qui régit leur employabilité, qui régit en fin de compte la vie des étrangers en France. Donc, c'est le droit des étrangers. Et donc, quand vous êtes sur le territoire français en tant qu'étranger, vous avez ce qu'on appelle un titre de séjour. Donc, c'est ce titre de séjour. Aminata, si vous êtes au Maroc, c'est la même chose qu'au Maroc. Je pense que pour travailler au Maroc, il vous faut un permis, ce qu'on appelle un permis ou un titre de séjour. Donc, c'est la même chose qu'en France. Donc, vous avez un titre de séjour qui vous permet de travailler quand vous êtes sur le territoire français. Le titre de séjour vous permet aussi de faire vos études convenablement, d'avoir accès au logement, etc., etc. Et donc, quand vous avez un visa long séjour, donc qui est délivré par l'ambassade de votre pays d'origine, donc ce visa long séjour, c'est l'équivalent de ce qu'on appelle un titre de séjour quand vous arrivez pendant votre première année sur le territoire français. Et donc, vous avez un titre de séjour qui vous permet, comme je l'ai dit, de travailler, que vous renouvelez aussi annuellement. Alors, la spécificité quand vous êtes étudiant, c'est que le titre de séjour dépend de vos études. C'est là où il faut faire attention. Le titre de séjour qu'on vous donne en France dépend de vos études. Et donc, il faut nécessairement valider vos années pour pouvoir renouveler vos titres de séjour ou votre titre de séjour. Donc, il faut que vous les validez vos années parce que si vous avez 2 redoublements de suite, vous risquez de vous faire refuser un titre de séjour par l'autorité compétente qui est la préfecture de votre lieu de résidence. Alors, la deuxième chose qui est quand même assez spécifique pour les étrangers aussi qui sont sur le territoire français, c'est ce qu'on appelle une OQTF, une obligation de quitter le territoire français. Parce que quand vous êtes étudiant et que vous redoublez 2 fois de suite,
vous risquez de vous voir délivrer ce qu'on appelle une OQTF, une obligation de quitter le territoire français, comme le nom l'indique. Donc la préfecture vous délivre ça, et ça je pense que c'est la, entre guillemets, c'est la bête noire de tout étranger qui est en France. Quand vous redoublez 2 fois de suite, vous pouvez vous faire délivrer une OQTF. Donc on vous dit tout simplement, bah, écoutez, vous étiez venu en France, Bocar Fofana, pour vos études. Ça fait 2 ans que vous redoublez, que vous ne validez pas vos années, que vous ne validez pas vos diplômes. En fin de compte, que vous ne validez pas du tout vos notes. Enfin, c'est bon, à un moment donné, il faut que vous rentrez chez vous. Donc c'est ce qu'on appelle une OQTF. Et quand on vous donne ça, ça veut dire qu'il faut quitter le territoire français. Parce que dès l'instant que vous avez reçu ça, vous êtes en illégalité sur le territoire français. Pour éviter tout ça, la raison principale de votre venue en France, qui est les études, il faudra en fait l'accomplir pleinement, vos études. C'est très important. Alors la spécificité quand vous êtes en France, c'est que quand vous finissez vos études de Master 2, on vous donne ce qu'on appelle, c'est une carte de séjour. Hein. Sauf que la mention, c'est RECE. Et cette mention, on vous la donne quand vous finissez vos études. Donc quand vous finissez votre Master 2, vous avez 1 an pour trouver du travail sur le sol français. Et ça, il faut le connaître. Quand vous finissez vos études de Master 2 en France, on vous donne une carte d'1 an pour que vous cherchiez du travail, ou si vous n'avez pas de travail dans votre domaine, vous créez une entreprise, tout simplement. Ça s'appelle comme ça, recherche d'emploi ou création d'entreprise. Et donc en France, vous avez la possibilité d'avoir un statut d'auto-entrepreneur, donc vous créez votre entreprise, et à partir de ce moment, vous faites ce qu'on appelle un changement de statut. Donc vous quittez le statut étudiant pour basculer au statut salarié. Et donc cette carte vous permet de faire ça. L'inconvénient, entre guillemets, ou la conséquence, n'est-ce pas, à la fin de cette carte, c'est que pendant les 1 an, si vous ne trouvez pas du travail, si vous ne créez pas une entreprise, vous serez aussi dans l'illégalité sur le territoire français. Donc cette carte, elle n'est renouvelable que lorsque vous avez du travail ou que lorsque vous créez votre entreprise. Et donc, il faudra nécessairement pour la renouveler passer par ce qu'on appelle une demande de changement de statut. Ça, c'est primordial, c'est obligatoire. Tous les étrangers, toute personne de nationalité étrangère qui a fait ses études en France via une préinscription, après ses études de Master 2, fera nécessairement ce qu'on appelle un changement de statut. Parce que vous avez fini vos études maintenant, ça veut dire qu'il faudra soit aller vers le doctorat, ou soit aller vers le marché de l'emploi et donc trouver du travail. Et donc, si vous voulez bosser en France à la fin de vos études, il faudra nécessairement que vous changez votre statut d'étudiant à salarié. Maintenant, il y a des exceptions qui existent. Votre situation étudiante en France, vous pouvez la changer si vous êtes marié. Voilà, il y a un ensemble de situations qui existent aujourd'hui en France qui vous permet, n'est-ce pas, de la changer. Mais ça relève des régimes d'exceptionnalité. Mais le principe de base, c'est que si vous finissez vos études de Master 2, il faudra nécessairement la changer, votre situation, via un travail ou via une création d'entreprise. Comme nous, ce que nous sommes en train de faire via Human Resource Advising. Donc, c'est une entreprise qu'on a créée. Nous, on a fait quand même, on a pris sur nous la responsabilité et j'ai envie de dire la préférence de la créer au Sénégal. Mais aujourd'hui, on peut tout aussi la créer en France. Et si toutefois on était dans une situation de changement de statut, changer notre statut via notre entreprise qui a été créée aujourd'hui, qui est une entreprise de conseil.